comment on a réussi, ou on essaye en tout cas, de maximiser l'adoption de nos utilisateurs internes et externes à Tableau. Donc, je vais commencer par vous présenter un petit peu mon parcours, qui je suis. Donc aujourd'hui, je suis chez AXA Climate en tant que Head of DataVis. Avant, j'étais chez Maeva.com, qui est une filiale du groupe Pierre et Vacances. C'est là où j'ai commencé à mes premières armes sur Tableau, où j'ai commencé à aborder l'outil. Ensuite, je suis allé chez Chail France, où là, j'étais plutôt côté avant l'exploitation de la donnée. J'étais dans la partie technique pour amener la donnée. J'ai fait 2 ans chez Midral par la suite, où j'ai pu faire pas mal de missions, connaître pas mal de monde ici, que je salue. Et enfin, AXA Climate, que j'ai rejoint il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, en tant que Head of DataVis. Et donc, mon rôle principal au sein d'AXA Climate, c'est de promouvoir la data visualisation. Donc, c'est un scope qui est assez large. Promouvoir la data visualisation, ça veut dire quoi? On va voir ça avec des exemples. Tout d'abord, vous vous demandez peut-être, c'est quoi AXA Climate? Donc, la DataVis AXA Climate, nos cœurs de métier. Donc, on fait partie du groupe AXA. Donc, on a une partie assurance. C'est le premier pilier d'AXA Climate. C'est une assurance paramétrique. Ça veut dire quoi, une assurance paramétrique? C'est une assurance qui fonctionne avec de la data, donc avec des paramètres. Donc, par exemple, toujours lié au changement climatique, au climat, AXA Climate. Donc, par exemple, un agriculteur qui va avoir des fortes chaleurs. Quand les fortes chaleurs vont dépasser un certain nombre de degrés pendant un certain nombre de jours, l'assurance va se déclencher automatiquement. Dès le lendemain, il aura sur son compte en banque l'argent de l'assurance. Donc, il n'y a pas besoin de faire de dossier ou quoi que ce soit. Pareil pour les inondations, les fortes pluies, les forts vents, etc. C'est le principe de l'assurance paramétrique. Nous, on ne fait rien. On attend que ça se déclenche et puis on paye si les données sont là. La deuxième partie, elle peut paraître un peu surprenante. C'est une partie formation. Donc ça veut dire quoi? C'est une formation à tout ce qui est risque climatique qui s'adresse aux entreprises pour qu'elles forment leurs employés aux risques climatiques. Donc on ne fait pas venir Jean Covici dans leurs locaux, mais on a une offre donc online, qui est 100% online, en e-learning, avec plus de 20 heures de contenu, où effectivement on suit, les employés peuvent suivre et compléter des cours. On a une partie conseil, donc les entreprises viennent nous voir, elles nous disent, bon bah voilà, on a 200 assets, donc ce que j'appelle un asset ici, c'est par exemple un bâtiment, des assets physiques à travers le monde. Je veux savoir si dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, cet asset, il est à risque. Est-ce que les chaleurs vont être trop fortes et donc du coup ma chambre froide, elle ne va plus marcher? Est-ce que je suis à côté d'un cours d'eau? Est-ce que l'inondation va monter et donc du coup je vais devoir déménager ou améliorer mon infrastructure? Et donc du coup ça c'est toute la partie conseil et ça on peut le faire grâce à l'expertise d'assurance parce qu'on est devenu assez fort, à tes souhaits, on n'est pas de souci, on est devenu assez fort pour estimer s'il va y avoir un risque ou pas. Et enfin, la toute dernière partie, je ne vais pas en parler très longtemps, c'est la partie financement, qui est toute nouvelle, qui date de décembre dernier, où AXA Climate va débloquer des financements pour des projets qui ont du sens, et qui vont dans le bon sens du changement climatique. Donc, nos usages DataVis, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Donc là, ce que vous pouvez voir ici, bon, ceux qui sont un peu loin ne voient pas grand-chose, c'est pas grave, je vais expliquer. Ce sont ce qu'on appelle les ESG ratings, donc c'est des notes qu'on peut attribuer, qui sont climatiques, qui sont sociales, qui sont humaines. Pour les entreprises, on s'en sert pour l'assurance, et on s'en sert pour s'assurer que, sans mauvais jeu de mots, qu'une entreprise est stable, qu'une entreprise est bienveillante envers ses employés, qu'une entreprise est bienveillante envers les populations locales avec lesquelles elle travaille, et ça nous permet de décider ou pas si on va travailler avec une entreprise et si elle a un mauvais score, elle va être pénalisée par ce score et donc elle va devoir payer plus cher. Donc ça c'est un autre exemple qui est un exemple de consulting. Donc ce que vous pouvez voir ici, c'est une liste d'assets, donc la liste de bâtiments dont je vous ai parlé, avec effectivement, encore une fois, la liste d'assets à risque. On a des dizaines de tableaux de bord là-dessus, là c'en est un.
Et grâce à Tableau, on peut visualiser tout ça et on peut dire aux différents clients, bon bah voilà, faut faire attention en Amérique latine, parce qu'en Amérique latine, vous avez beaucoup d'assets qui sont à risque en horizon 2030, 2050. Ils ont plein de filtres, ils peuvent jouer avec. Donc ça, c'est aussi très important, ce genre de dashboard où on a beaucoup d'informations, beaucoup d'onglets. C'est important de former à la fois les personnes qui le présentent et les personnes qui vont le consommer. Donc on va en parler un petit peu plus après. Dans tout ce que je vous ai dit pour l'instant, je n'ai pas du tout parlé de la partie formation, et c'est parce que c'est ce qui va occuper le gros de cette petite présentation. Comment amener de l'intelligence data dans un projet data? Alors ça, c'est une vraie question. Et pour ça, je vais vous parler d'un exemple, qui est l'exemple effectivement de la Climate School, donc la partie formation chez AXA Climate. Donc, ce que vous pouvez voir à l'écran, ceux qui peuvent le voir, c'est l'outil qu'on avait avant, côté Climate School. Donc, ça ressemble fort à un tableau Excel. Donc, c'était pas du tout adapté. On travaillait avec différentes plateformes d'e-learning et on devait à chaque fois se connecter sur chacune des plateformes pour avoir les stats. Donc on ne savait pas combien de gens complétaient les leçons, combien de temps ils mettaient pour les compléter, est-ce qu'une leçon en particulier avait du succès ou pas. C'était très compliqué. Et du coup, à chaque fois qu'on avait un nouveau client, on devait se connecter sur une nouvelle plateforme, et donc c'était l'enfer. C'était l'enfer, mais le besoin, il n'est pas apparu tout de suite, parce qu'au début, on s'en contentait. On avait de la mauvaise data, mais on ne voyait pas forcément l'intérêt d'aller plus loin. Donc il y a dû avoir une vraie réflexion sur, on a plein de clients, on a plein de data, les clients parfois nous demandent des informations et on n'est pas capable de leur répondre parce qu'on n'a pas les outils adaptés. Alors, comment passer d'une situation où on a de mauvais outils pour piloter l'activité à une situation où effectivement on peut piloter correctement son activité? J'ai isolé 4 facteurs clés qui ont marché chez nous et qui peuvent marcher dans beaucoup de cas data. Le premier, indispensable, bien comprendre le besoin. Donc on a fait des ateliers très réguliers avec les clients, avec les personnes en interne qui s'occupent de la Climate School pour bien comprendre ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, qu'est-ce qu'on avait besoin de produire, qu'est-ce que demain ils vont pouvoir avoir devant eux, quel dashboard, quelle visualisation, quelle data vont pouvoir leur servir dans leur quotidien. Ça, c'est un process qui est itératif. Donc, c'est pas ils vont venir nous voir une fois, ils vont dire il nous faut ça, c'est bullet point, et ensuite, c'est fini. C'est un process qui est itératif, qui évolue avec le temps, avec l'exécution. Il faut prendre le temps, malheureusement, ça prend un peu de temps. Il faut prendre le temps de revoir les personnes, d'évoluer au fur et à mesure, puisque ce sont des personnes ici qui étaient très néophytes niveau data, qui n'y connaissaient rien, et donc du coup, il faut les accompagner. Et ça nous amène au deuxième point, sensibilisation et éducation. Très important, il faut expliquer. Tous les KPI, toutes les fonctionnalités d'un dashboard, il faut qu'ils soient clairs. Alors, c'est quelque chose qu'on peut dire à l'oral, c'est aussi quelque chose qui doit être clair sur le dashboard. Donc, sur tout ce que nous, on produit, on fait très attention que quelqu'un qui n'y connaît rien, qui arrive sur le dashboard, il va être capable d'en tirer des insights, d'en tirer des enseignements, et il ne va pas se dire « Ah bah là, il y a marqué 18 heures passées, qu'est-ce que ça veut dire 18 heures passées ? Est-ce que c'est des heures passées sur la plateforme ? Est-ce que c'est des heures passées en train de répondre aux questions ? Est-ce que c'est des heures entre deux connexions ? On n'en sait rien. Il faut que, quelque part, que ce soit en texte, en visuel, en n'importe, il faut que quelque part, ce soit indiqué. C'est important. Troisième point, collaboration, favoriser l'apprentissage mutuel et l'innovation. Ça aussi, c'est primordial. Quand on a une équipe qui n'est pas formée à la data, et qu'ils apprennent tous ensemble, vous ne pouvez pas être là derrière chaque question, derrière chaque interrogation qu'ils peuvent se poser, derrière chaque mauvaise utilisation de la data qu'ils peuvent faire. Et donc, du coup, très important de favoriser la collaboration entre eux et faire en sorte que tout le monde puisse poser des questions à tout le monde et que tout le monde puisse grandir ensemble. Et enfin, adoption et intégration. Ça, c'est tout ce qui est après. Une fois qu'on a publié un dashboard qui va évoluer un petit peu avec le temps, qu'est-ce qu'on fait ?
Peut-être qu'il va être là, il va végéter, il va être utilisé une, deux fois, et au final, il ne va pas être utilisé, c'est un peu dommage. Donc si effectivement on a produit quelque chose de bien, si on a produit quelque chose qui va servir, qui peut servir, eh bien, il faut l'intégrer dans les process. Donc par exemple, quand on crée une nouvelle leçon, un nouveau cours, il faut qu'on se dise à chaque fois, ce cours a été créé, comment je vais suivre son efficacité? Est-ce que les gens, ils ont aimé, ils n'ont pas aimé? Est-ce que ça sert à quelque chose de le proposer pour un autre client? Ou est-ce qu'on l'abandonne? Ça, on peut y répondre qu'avec la data. Donc c'est important de l'intégrer dans les process pour que ensuite on se dise, bon voilà, ça a marché, ça n'a pas marché, on abandonne. Alors ça, c'est deux petites captures d'écran de KPI qu'on peut voir ici. Donc, plutôt que d'améliorer uniquement le tableur Excel, on a essayé de réfléchir à comment on allait transformer l'idée. Comment on allait transformer l'idée, comment on allait apporter un peu plus d'intelligence dans ce qu'on consomme. Donc ici, par exemple, on peut voir les items. Donc les items, c'est les essais par utilisateur. Sur une leçon donnée, l'utilisateur, combien de fois il va essayer avant de réussir? Sur un cours, est-ce qu'un utilisateur il réussit tout du premier coup? Ou est-ce qu'il doit essayer 2 fois, 3 fois pour y arriver? Donc ça peut être une indication soit que la leçon est trop dure, soit que la leçon n'est pas adaptée ou elle n'est pas claire. Et donc, ça vaut le coup, ça mérite de se repencher dessus. Ici, ça c'est un graphe qui est tout bête, que vous avez vu probablement 30 fois, mais ça nous permet d'avoir une visualisation macro et micro, puisqu'effectivement, on a d'un coup d'œil les leçons les plus utilisées, avec combien d'utilisateurs sont dedans, combien les ont complétés sur ceux qui ont essayé. Et évidemment, ça nous permet aussi, en cliquant, d'avoir une vision plus micro et d'avoir des informations sur la leçon elle-même et avec plein d'insights qui se déroulent derrière. KPI et Insight, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut expliquer. Donc là, je vous donne un exemple tout bête. Vous avez, dans la Climate School Dashboard, sur ce client fictif, vous avez utilisateur 74 000. Vous allez me dire, utilisateur 74 000, qui peut se tromper, il est bête. Eh bien non. Utilisateur 74 000, on ne sait pas ce que ça peut être, forcément. Et donc, ce qu'on a fait, et vous voyez, il y a plein de points d'interrogation. Alors, c'est pas forcément très joli, mais vous avez plein de points d'interrogation, et donc vous avez une explication par KPI, et même sur les graphes. Alors, ça prend du temps. C'est pas très joli. Enfin, c'est pas très gracieux, mais on est dans un contexte de business. C'est très important que les personnes qui consomment soient vraiment au fait de ce que le chiffre véhicule. Donc ici, 74 000, c'est le nombre de gens qui ont ouvert au moins une fois une leçon. Ce ne sont pas le nombre de gens qui sont inscrits en tout sur la plateforme, ce ne sont pas le nombre de gens qui ont fait telle action, c'est le nombre de gens qui ont ouvert au moins une fois une leçon. Ça évite les quiproquos, ça évite de se tromper, d'envoyer une mauvaise information au client, et ça nous permet de mieux comprendre ce qu'on fait. Parfois, ça ne suffit pas. Parfois, juste un petit point d'interrogation avec un texte, ça ne suffit pas, ou alors il faudrait faire un mur de texte. Et dans ce cas-là, on a 2 options. Donc ici, par exemple, sur le premier graphe que je vous ai montré, qui est le graphe des ESG ratings, ce qu'on a pu implémenter, c'est qu'en cliquant sur le point d'interrogation en haut, on a toute une nouvelle page qui s'affiche avec des informations sur chaque graphe, sur chaque partie. Même des parties qui peuvent paraître évidentes. Par exemple, la partie PowerPoint, on va dire, ici, vous allez pouvoir exporter en PDF ou en PowerPoint. La partie du score, on va expliquer ce que c'est que le score. Cette partie-là, on va expliquer, c'est le nombre des controverses sévères. Donc, chaque élément du graphe est affiché. Là, l'avantage, c'est que ça ne s'affiche pas tant qu'on n'a pas cliqué sur le petit point d'interrogation. Donc, ça ne gêne pas pour les captures d'écran, ça ne gêne pas pour l'utilisation quotidienne. Mais si quelqu'un arrive sur ce dashboard et n'y comprend rien, ce qui peut arriver, parce que ce n'est pas forcément évident, eh bien, il a la possibilité, très facilement, de cliquer et d'être récompensé par ce clic, par plein d'explications sympathiques. Quelques chiffres pour terminer. AXA Climate, on existe depuis 2019, donc c'est tout récent, c'est pas sur la slide. Voilà, ça a beaucoup grossi depuis jusqu'à aujourd'hui. Donc en 2019, on était à 4 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, en 2022, on est plus à 12-13 millions. Et si je vous parle du chiffre du dashboard Climate School, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a eu 35 versions du dashboard différentes. Et quand je vous dis 35 versions, c'est pas changer le titre, ça compte pour une version. Il y a eu 35 versions différentes parce que
on faisait face à des utilisateurs qui n'avaient jamais fait de la data avant. 35 versions du dashboard, ça prend le temps. On a pris le temps de le faire parce que c'était important. On ne peut pas se permettre de faire autant de versions pour chaque projet. Là, on a pris le temps. 12 utilisateurs quotidiens, donc c'est la moitié de l'équipe Climate School. L'autre moitié n'a pas vocation à faire de la data. Et on a aujourd'hui plus que 112 clients de la Climate School qui sont inscrits sur le dashboard et dont on suit les stats et dont on envoie les stats et dont on consomme les stats régulièrement pour améliorer notre outil. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous a appris quelque chose ou que ça vous a intéressé. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On a un petit moment pour les questions s'il y en a.